L'Atlantide. D'après le philosophe grec Platon, cette île aurait été engloutie par les flots. Mais on ignore si elle a réellement existé. Des aventuriers et des archéologues tentent de la trouver depuis le XVe siècle, en vain. L'Atlantide intrigue toujours. La légende perdure. Aujourd'hui, le mystère de l'Atlantide connaît un nouveau rebondissement. Oh, regardez! Ce n'était pas là avant. Des experts ont découvert l'existence d'une civilisation disparue soudainement. Il faisait partie d'un grand réseau commercial qui s'est évaporé du jour au lendemain. Et d'un cataclysme d'une ampleur sans précédent. Cette éruption était l'une des plus importantes depuis 10 000 ans. C'était une éruption majeure. Ces nouveaux éléments permettront peut-être de reconstituer la réalité des faits derrière le mythe. Les vestiges du passé renferment des secrets gravés dans l'or, la pierre et le sang. Aujourd'hui, nous pouvons résoudre ces mystères et trouver la clé des plus grands trésors de l'histoire. L'Atlantide aurait existé il y a plusieurs milliers d'années. C'est déjà une histoire ancienne, quand Platon en fait le récit en 360 avant notre ère. Il décrit l'Atlantide comme une grande civilisation brutalement disparue. En l'espace d'un jour et d'une nuit, toute l'armée a été engloutie d'un seul coup sous la terre. Et de même, l'île de l'Atlantide s'est enfoncée sous la mer. L'Atlantide de Platon est un conte moral. Une mise en garde contre les dangers de la vénalité. Il dépeint l'Atlantide comme une île habitée par un peuple de marins prospères, terrassés par les dieux pour leur excessive cupidité. Mais personne ne sait si cette civilisation a réellement existé. Platon semble situer l'Atlantide dans l'océan Atlantique. Une immense puissance qui marchait insolemment sur l'Europe et l'Asie, venant d'un autre monde situé dans l'océan Atlantique. Mais à l'époque de Platon, l'océan Atlantique est encore complètement inexploré. Pour les Grecs, les colonnes d'Hercule, à l'extrémité ouest de la Méditerranée, marquent la limite du monde connu. La philosophe Angie Hobbs a étudié à la loupe le texte de Platon, à la recherche d'indices qui pourraient permettre de situer l'Atlantide. Platon dit que cet empire de l'Atlantique avait déjà conquis l'Afrique du Nord jusqu'en Égypte, ici, et jusqu'à l'Étrurie au centre de l'Italie, et qu'il avait des vues sur tout le bassin méditerranéen. Angie Hobbs est arrivée à la conclusion que l'Atlantide était située non pas dans l'Atlantique, mais plus vraisemblablement au cœur de la Méditerranée. Selon moi, il est fort probable que l'Atlantide, si elle a existé, se trouvait dans la mer Méditerranée. Mais parmi les 1500 îles qui parsèment la Méditerranée, comment repérer celle qui aurait pu être l'Atlantide? Pour Angie Hobbs, la description de Platon renferme un autre indice important. Des cercles de mer et de terre, petits et grands, s'imbriquant les uns dans les autres. Une seule île méditerranéenne correspond à cette description. Santorin, au milieu de la mer Égée. Au centre de l'Atlantide se trouve une île, entourée de cercles concentriques, de terre et d'eau. Quand on regarde ce cratère au milieu de l'île, on ne peut que faire le rapprochement. Dans l'Antiquité, Santorin est connu sous le nom de Terra. C'est ici qu'en 1967,
des archéologues font une extraordinaire découverte. Une ancienne cité enfouie qu'ils appellent Akrotiri. Les experts estiment qu'elle était habitée il y a 3500 ans et relèvent de troublantes similitudes avec l'Atlantide. L'historienne de l'architecture, Cléry Palivou, a étudié ce site qui se trouve aujourd'hui à plus de 18 mètres en dessous du niveau de la mer. L'Atlantide que décrit Platon est une civilisation tellement développée que beaucoup ont douté de son existence. Et pourtant, Akrotiri abrite des maisons à plusieurs étages, très en avance sur leur temps. On se trouve devant l'une des maisons de cette cité. On l'appelle la maison occidentale. Elle est très moderne. Moderne dans le sens où elle nous est familière. Elle disposait de 3 niveaux. Il en reste 2 aujourd'hui. Sa conception impliquait une technologie très élaborée. L'ancienne île de Terra connaît de fréquents tremblements de terre. Ces maisons élevées sont conçues pour leur résister. Dans ces trous que vous voyez ici, se trouvaient des poutres. On les insérait dans les murs pour garantir leur stabilité. Ces poutres en bois, contrairement à des poutres en pierre, peuvent se courber et ainsi permettre au bâtiment d'absorber l'énergie et de supporter les séismes. Ces maisons anciennes présentent une caractéristique qui correspond précisément aux descriptions de Platon, les installations sanitaires. Platon évoque des installations très sophistiquées et un extraordinaire système d'assainissement. À l'étage, on a été très surpris de découvrir des toilettes. Elles ont la bonne hauteur, les bonnes dimensions pour qu'une personne puisse s'y asseoir, et un trou adapté également. Ce type de technologie ne sera à nouveau observé que sous l'Empire romain, 1500 ans plus tard. Ce sont sans doute les toutes premières toilettes domestiques au monde. Selon Platon, l'Atlantide est une île extrêmement riche. Or, Akrotiri présente des signes évidents de prospérité. Presque tous les bâtiments sont ornés de fresques élaborées. Il y a un très grand nombre de peintures murales à tous les étages. Une fresque en particulier représente une scène qui semble tout droit sortie du récit de Platon. Le canal et le plus grand port étaient remplis de bateaux et de marchands du monde entier. Mais la preuve la plus convaincante du lien entre la ville d'Akrotiri et le mythe de l'Atlantide est le cataclysme qui a entraîné leur disparition. Akrotiri est enseveli sous 19 mètres de cendres volcaniques, signe d'une énorme éruption. Le volcanologue Floyd McCoy a retrouvé des traces de cette catastrophe sur toute l'île de Santorin. La voici. C'est la séquence tout entière de l'éruption. Au-dessus de cette ligne, ici, on trouve cette couche sur laquelle l'homme a marché. L'explosion est ici, dans cette accumulation de roches magmatiques. Platon écrit que l'Atlantide a été engloutie sous la terre. Par endroits, cette île était ensevelie sous 50 mètres de débris volcaniques. Cet événement a donc peut-être été une source d'inspiration pour le philosophe. Ces 50 mètres de cendres et de roches volcaniques se sont amoncelés en l'espace de 3 ou 4 jours. Ça a été une éruption très violente. Ces cendres préserveront Akrotiri pendant plus de 3500 ans, tout en dissimulant le mystérieux lien entre cette catastrophe naturelle et le récit de Platon. Mais une question reste en suspens. Si l'île de Santorin tout entière était ensevelie sous les cendres, où se trouvait l'origine de cette grande éruption ? Les fouilles pratiquées sur place mettent au jour des vestiges remarquablement préservés.
mais elles ne fournissent pas d'explication géologique à cette disparition soudaine. C'est en examinant le paysage de Santorin que les experts tentent de reconstituer le fil des événements. La plupart des volcans ont la forme d'une montagne conique avec une ouverture à leur sommet. Cet orifice est appelé cratère ou caldeira. À première vue, l'île n'abrite aucune formation de ce type. Aujourd'hui, Santorin est en fait un archipel de 5 îles. 3 îles extérieures encerclent 2 îles plus petites. La plus grande île intérieure s'appelle Nea Kameni, qui signifie « la nouvelle brûlée ». Floyd McCoy s'y rend pour tenter d'en percer les secrets. L'île a littéralement émergé de la mer en l'espace d'une nuit en 1707. Cette petite île au milieu est un volcan. C'est le centre d'un volcan actif. Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez derrière moi. Ces fumerolles indiquent la présence de magma sous nos pieds. Ce volcan est vraiment en activité. Cette île volcanique minuscule semble trop petite pour être à l'origine de l'énorme éruption qui a enseveli Akrotiri. Mais vue du ciel, la perspective est différente. C'est l'un des paysages les plus spectaculaires au monde. Et il est la conséquence d'une éruption désastreuse. La baie de 11 mètres de large est en fait un énorme cratère volcanique. Voici le bord de la caldeira. La ligne de crête des falaises délimite l'ancien cratère de ce gigantesque volcan. Des falaises hautes de 300 mètres marquent le pourtour de ce monstrueux cratère. Les spécialistes estiment que ce volcan n'est pas près de se réveiller. Mais un faisceau d'éléments prouve qu'une éruption d'une rare ampleur a bien eu lieu il y a 3500 ans. Les fouilles de la cité d'Akrotiri ont même révélé que les habitants connaissaient le danger. Ce site nous permet de voir la suite d'événements qui a conduit à la destruction totale de la ville. Vers 1600 avant notre ère, un violent séisme secoue Akrotiri. Puis quelques mois plus tard, comme pour prévenir de la catastrophe imminente, le volcan recouvre la ville d'une couche de cendres de 2,5 cm d'épaisseur. Beaucoup d'habitants semblent avoir pris la fuite, mais dans les semaines qui suivent, certains seraient revenus. Les habitants ne sont pas tous partis. Et ils ont fait ce qu'on fait dans ces circonstances. Tout d'abord, il faut nettoyer et dégager les décombres. Des amoncellements de matériaux de construction et de lits devant les maisons indiquent que des travaux de réparation ont été entamés. Le long de la rue principale, ils ont empilé d'un côté les pierres qu'ils allaient réutiliser et de l'autre les gravats à jeter. Ils se servaient des lits pour transporter ces matériaux et peut-être aussi les blessés ou les morts. De nouvelles fresques et couches de plâtre sur les murs révèlent que certains ont même commencé à refaire la décoration. Au sud de ce bâtiment, il y a un espace public ouvert avec des outils partout. Des équipes travaillaient pour essayer de réparer les bâtiments et les rendre plus sûrs. C'est alors qu'une deuxième éruption beaucoup plus importante frappe Santorin et prend visiblement la population au dépourvu. Des nuages de cendres cachent le soleil et assombrissent le ciel. Une pluie de roches magmatiques s'abat dans les rues et sur les maisons.
Tout s'est passé très vite. Les gens ont tout abandonné et ils sont partis en courant. Mais sur une île, les habitants n'ont nulle part où s'enfuir. Le magma a jailli à plusieurs kilomètres de hauteur avant de retomber comme de la neige. Les roches volcaniques ensevelissent la ville et préservent son secret pendant plus de 3600 ans. La catastrophe d'Akrotiri semble refléter le récit de la destruction de l'Atlantide par Platon. L'Atlantide et son empire ont été balayés en une journée et une nuit par ce séisme énorme et l'éruption volcanique qui s'en est suivie. Mais on ne sait pas ce que les habitants d'Akrotiri sont devenus. Contrairement à Pompéi, où les archéologues ont mis au jour des corps figés dans la lave, aucun n'a jamais été retrouvé sur l'île grecque. Il n'y a aucune trace des habitants. Il n'en reste rien. Les archéologues estiment que les 3/4 d'Akrotiri sont encore ensevelis. La poursuite des fouilles permettra peut-être de découvrir ce qui s'est passé. Floyd McCoy, lui, a une théorie. Ils n'avaient jamais vu de matière volcanique jaillir du sol et recouvrir toute l'extrémité sud de leur île. Je suis sûr qu'ils se sont précipités vers leur bateau en se disant qu'il fallait fuir au plus vite. Le volcanologue américain pense qu'ils ne sont pas allés bien loin. Pendant l'éruption de 1997 sur l'île de Montserrat, dans les Antilles, McCoy a été témoin d'un phénomène dont il pense qu'il pourrait expliquer la disparition des habitants d'Akrotiri. Les débris visibles à Santorin aujourd'hui révèlent que l'éruption qui a eu lieu ici, comme celle de Montserrat plus récemment, a produit de forts courants de gaz brûlants et de roches liquéfiées. On sait aujourd'hui que l'une des principales manifestations de cette éruption était les coulées pyroclastiques. Ces coulées de lave peuvent atteindre une vitesse de 720 km/h. Ce qui a surpris McCoy, c'est qu'elles ne se sont pas arrêtées en atteignant l'eau. Les coulées pyroclastiques qui arrivent dans l'océan sont chaudes. C'est ce qui fait qu'elles flottent et qu'elles restent à la surface de l'eau. Les coulées d'une température de près de 1000 degrés créent un coussin de vapeur qui propulse les roches et les cendres à la surface de la mer. Malheureusement, si les victimes étaient sur l'eau et ne ramaient pas assez vite, elles ne pouvaient pas survivre. Les individus pris dans une coulée pyroclastique ne sont pas identifiables. Ils sont carbonisés. C'est affreux. Ces masses brûlantes anéantissent tout sur leur passage. Ils ont été brûlés vifs. On ignore si les habitants d'Akrotiri ont été ensevelis vivants, s'ils ont réussi à s'enfuir, ou si leurs bateaux ont été rattrapés par une coulée. Une chose est sûre, ils ont tous disparu. Exactement comme dans le mythe de Platon. Et les similitudes ne s'arrêtent pas là. D'autres éléments indiquent que l'éruption n'a pas seulement détruit Santorin, mais aussi entraîné la chute de l'un des plus grands empires de l'époque. L'ancienne Terra pourrait être l'Atlantide perdue de Platon. Comme dans le conte du philosophe, l'île accueillait une civilisation riche et avancée, détruite dans l'explosion d'un volcan. Platon décrit l'Atlantide comme un vaste empire dominant la Méditerranée. Il paraît peu probable que cet îlot de la mer Égée ait pu exercer à lui seul un tel pouvoir. Mais au fur et à mesure de leurs fouilles à Santorin, les archéologues se sont aperçus qu'elle avait de nombreux points communs avec un autre peuple à 130 km au sud, sur l'île de Crète.
En 1900, les vestiges du palais de Knossos sont mis au jour par l'archéologue britannique Arthur Evans. Au moment de l'éruption à Santorin, ce complexe immense existait déjà depuis plusieurs siècles. En fait, Knossos serait même la ville la plus ancienne d'Europe. Aujourd'hui, l'ancien directeur des fouilles, Colin MacDonald, revient sur le travail d'Arthur Evans. C'est la cour centrale du palais, qui était aussi le centre urbain de Knossos. Car Knossos n'était pas seulement un palais, c'était aussi une vaste cité. Les archéologues estiment que ces constructions à plusieurs étages rappellent l'architecture avancée de Thera. Au rez-de-chaussée, on retrouve les mêmes installations sanitaires qu'à Akrotiri. Voici les toilettes de la reine. Au milieu de ces toilettes, on peut observer une rainure à la surface de la pierre. Arthur Evans pensait qu'elle accueillait une planche de bois qui partait devant comme ça et supportait un siège. La gestion de l'eau à Akrotiri était très élaborée. Et ces installations étaient directement inspirées de Knossos. Les habitants d'Akrotiri développeront cette technologie pour un usage domestique, mais c'est l'échelle du système d'écoulement des eaux de Knossos qui fait sa particularité. Le système d'écoulement se poursuit ici, avec ces dalles de couverture. C'était la première chose à construire, et l'organisation des travaux pour l'ensemble était extrêmement précise. Ce type de réseau d'assainissement ne réapparaîtra en Europe que plusieurs siècles plus tard. Mais l'architecture n'est pas le seul dénominateur commun à Knossos, Santorin et la légende de l'Atlantide. Il y avait dans le temple de Poséidon des taureaux en liberté. Dans l'Atlantide de Platon, il y a un culte du taureau. Dans le temple central, au milieu de l'île, des taureaux se promènent librement. Et ce culte rappelle beaucoup Knossos. Les découvertes d'Arthur Evans, ici à Knossos, ont confirmé que pendant une longue période, le taureau était une figure importante. Les objets sacrés et les fresques qu'Arthur Evans met au jour à Knossos présentent des dessins de taureaux. Ce culte évoque à l'archéologue le mythe du roi Minos et du Minotaure, un monstre fabuleux, mi-homme, mi-taureau. Il baptise les habitants de Knossos les Minoens. Des vestiges de ce même culte seront découverts plus tard à Akrotiri. Toutes ces similarités entre Knossos et Thera amènent de nombreux experts à en conclure que ces deux peuples appartenaient à la même civilisation. Vers 1700 avant notre ère, la Crète et Knossos en particulier semblent s'être intéressés à Akrotiri. Cette influence est de nature surtout économique et une grande émulation s'est instaurée entre Thera et la Crète. Thera est un carrefour crucial dans le réseau commercial minoen. Sa situation unique en fait une étape entre le continent et la Crète. Thera est une sorte de point de convergence en direction de la Crète depuis toute la mer Égée. Ensemble, Thera et la Crète sont au centre d'un immense réseau commercial qui s'étend à travers tout l'est de la Méditerranée, d'Israël à la Sicile. On pense que la civilisation minoenne rayonnait sur toute la Méditerranée orientale. 1300 ans plus tard, Platon décrit l'Atlantide et son empire dans des termes qui rappellent étrangement la civilisation minoenne. L'éruption volcanique à Santorin détruira une partie de cette civilisation. Knossos, la capitale minoenne de la Crète, est dans un premier temps épargnée. Mais ce palais et les Minoens finiront par disparaître
balayée par une catastrophe encore plus grande. Plus d'un millénaire avant que Platon n'écrive l'histoire de l'Atlantide, la cité prospère d'Akrotiri essuie une catastrophe très similaire à celle décrite par le philosophe. En Crète, les jours de la capitale de l'Empire minoen sont également comptés. À 140 km à l'est de Knossos, tout près de Palécastro, se trouve le site de Rousseau-Lakos, la deuxième plus grande ville minoenne de l'île. Ici, l'archéologue Sandy McGillivray a découvert des éléments qui prouvent que l'éruption à Santorin n'a pas laissé la Crète indemne. On a retrouvé une canalisation remplie de cendres grises. Si on les observe à la lumière avec une loupe, on peut voir qu'elles contiennent de petites particules de verre volcanique. Un examen plus approfondi révèle que les cendres proviennent de l'éruption qui a détruit Akrotiri. Et ce n'est pas tout. Ces cendres ont été rejetées dans cette canalisation et elles se sont mélangées avec des tessons. En tant qu'archéologue, on doit être capable d'expliquer comment de tels dépôts se créent. Or, ces dépôts nous posaient question. Les analyses scientifiques donnent des résultats inattendus. Notre spécialiste de l'environnement a étudié ces cendres au microscope et il a observé ce qu'on appelle des foraminifères, des coquillages microscopiques. Les coquillages identifiés dans ces dépôts sont la preuve que la mer était présente ici autrefois. Le fait qu'on ait retrouvé des coquillages ici signifie que ces constructions ont été inondées. Le site de Rousseau-Lakos a beau être situé à 12 mètres au-dessus du niveau de la mer, il a été, à un moment de son histoire, submergé par les flots, exactement comme l'Atlantide dans le récit de Platon. On est ici à 11 ou 12 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors comment ce site a-t-il pu se retrouver sous les eaux? Tout semble indiquer que Palécastro a été victime d'un tsunami gigantesque. Et Sandy McGillivray a trouvé des preuves de sa violence. On a observé quelque chose de très intéressant sur ces blocs de roches calcaires qui pèsent environ 1 tonne. Celui-ci était retourné. Une force l'avait heurté et renversé. L'archéologue fait appel à l'expert en tsunami, Kostas Sinolakis, pour confirmer sa théorie. Ceux-ci viennent d'apparaître. Ils n'étaient pas visibles il y a quelques années. Kostas Sinolakis a étudié une couche de tessons de poterie, d'os et d'autres matériaux le long de la côte. Ce n'est pas très probant pour un œil inexercé. Mais Kostas, lui, a déjà vu ce type de formation. Le 26 décembre 2004, un tsunami balaie l'océan Indien. Les dégâts qu'il a occasionnés au Sri Lanka ont fourni des informations cruciales aux spécialistes de tsunami. J'ai pu observer ce qui se passe à un endroit où il y a toutes sortes de tessons, de poteries, de verre, des chaises, des animaux. Au Sri Lanka, j'avais tout ça sous les yeux. La tragédie de 2004 donne à Kostas Sinolakis un aperçu de ce qui s'est passé en Crète il y a 3500 ans. On ne peut pas avoir ce type de débris mélangés s'il n'y a pas eu une énorme vague. Pour la Méditerranée, c'est un tsunami gigantesque. Les experts estiment que la vague qui s'est abattue sur Palécastro faisait 15 mètres de haut.
Une datation au carbone 14 du dépôt a révélé que le tsunami s'est produit vers 1600 avant notre ère. Il reste à déterminer s'il a bien été provoqué par l'éruption volcanique de Santorin. Une découverte récente a permis d'établir la date exacte de l'éruption. Les archéologues ont trouvé un olivier parfaitement préservé sous plusieurs mètres de roches magmatiques. Une datation du bois a montré qu'il avait été enseveli entre 1600 et 1627 avant notre ère. Cela concorde précisément avec la date du tsunami en Crète. Tout converge vers l'éruption du volcan de Terra. Cela ne fait aucun doute. Les preuves sont irréfutables. L'éruption et le tsunami se sont produits au même moment. Cet événement est peut-être ce qui a inspiré à Platon sa légende. Le philosophe raconte que l'Atlantide a disparu sous les flots. Mais l'empire minoen s'étendait à travers tout l'est de la Méditerranée. Une telle catastrophe a-t-elle pu anéantir une civilisation tout entière ? Des éléments mis au jour sur la côte israélienne, à 950 km à l'est de Terra, témoignent de la véritable ampleur du cataclysme. Depuis 2006, la géoarchéologue Beverly Goodman prélève des échantillons au fond de la mer à 1500 mètres au large d'Israël. Ils lui permettent de récupérer des indices remontant à plusieurs milliers d'années. Je pense qu'on va pouvoir couper ici. Ces couches de sédiments sous-marins retracent le cours de l'histoire. C'est bon? On dirait du caramel. Quand on ouvre un de ces échantillons, même si on n'y connaît rien en sédimentologie, en micropaléontologie ou en géoarchéologie, on voit tout de suite qu'il y a des changements. Des couches de sédiments s'accumulent au fond de la mer. Ces dépôts renferment des détails sur les phénomènes naturels passés que des experts comme Beverly peuvent déchiffrer. Ici, on a une zone avec du sable, et là, une portion plus mélangée avec des fragments de coquillages et de galets. Ensuite, on revient à une zone sableuse. Les débris mélangés ressemblent beaucoup à ceux retrouvés sur la falaise longeant le littoral crétois. Pour la géoarchéologue, c'est aussi le signe d'un tsunami. Et elle établit qu'il remonte exactement à la même période que celle de l'éruption sur l'île de Santorin. C'est la preuve que le tsunami qui a englouti Palais-Castro a parcouru 950 km à travers la Méditerranée. Depuis, Beverly a mis au jour des dépôts similaires tout le long de la côte israélienne. L'âge est toujours le même, 3500 ans. On ne peut plus l'ignorer. Dans certaines zones, la couche correspondant au tsunami fait près d'1 mètre d'épaisseur. C'est formidable de pouvoir la voir, la toucher et se dire « Waouh, la voilà, la preuve irréfutable. Elle est là !» Vers 1600 avant notre ère, une puissante civilisation a donc été victime d'une explosion volcanique, suivie d'un raz-de-marée dévastateur. Ce cataclysme correspond peut-être à celui que Platon décrit dans son récit. Mais les experts se demandent encore comment l'éruption de Santorin a pu provoquer un tsunami de cette ampleur. Pour le savoir, ils doivent reconstituer avec précision le déroulement des événements. Les coulées de lave sur les versants extérieurs des îles principales constituent un premier indice. Mais on ne sait pas exactement comment elles sont arrivées là. Une théorie avance que l'archipel de Terra formait autrefois une seule et immense montagne. Au cours de l'éruption, des coulées ont jailli. Puis la montagne a explosé et s'est divisée en plusieurs îles
recouverte de débris magmatiques. Le volcanologue Stephen Sparks pense pour sa part que le cratère géant, visible aujourd'hui, était présent avant l'éruption. Au tout début, on pensait qu'il y avait une énorme montagne dont ces matières étaient issues. Mais on sait à présent que ce n'est pas le cas, que cette caldeira existait déjà. Terra n'a jamais été une énorme montagne volcanique. Des éléments liés à l'éruption en elle-même le prouvent. Sur la paroi intérieure du cratère moderne se trouvent des couches des mêmes matières magmatiques que celles qui ont enseveli Akrotiri. Le cratère existait donc déjà quand l'éruption a commencé. On sait qu'il y avait une caldeira au départ. Quand l'éruption a eu lieu, des matières magmatiques ont jailli et sont retombées au sol. Or, on a retrouvé des dépôts de ces mêmes matières sur les parois intérieures du cratère. Des études des fonds marins ont également établi que Terra, avant l'éruption, avait sensiblement le même aspect qu'aujourd'hui. Elle était déjà constituée d'un archipel d'îles. Cette découverte a été une révélation pour le volcanologue. Le cratère devait être rempli de matière volcanique. Une fois plein, des coulées de lave ont débordé sur les versants extérieurs des îles. Pendant l'éruption, la caldeira a tenu lieu de piège. L'éruption se déroulait au milieu du cratère et de nombreux débris volcaniques étaient pris au piège. Ils ont rempli la caldeira jusqu'à ce qu'elle déborde. Et les coulées ont dévalé les parois du volcan jusqu'à la mer. En calculant la quantité de matière volcanique nécessaire pour remplir le cratère tout entier, Stephen Sparks a obtenu un chiffre étourdissant, 100 km3. C'est une quantité énorme. Cette nouvelle donnée fait voler en éclats les estimations précédentes. Au total, le volcan de Terra a émis bien plus de matière que beaucoup d'autres éruptions célèbres. 80 fois plus que le mont Saint-Helens en 1980. Et 27 fois plus que le Vésuve qui a détruit Pompéi en l'an 79. En fait, le volcanologue pense que Terra est l'éruption la plus importante de l'histoire de l'humanité. C'est la plus grande éruption connue des 10 000 dernières années. L'ampleur colossale de cette explosion permet de résoudre le mystère du tsunami qui a fait des ravages dans toute la mer Méditerranée. Les points communs entre cette catastrophe et le mythe de l'Atlantide de Platon sont très troublants. Les conclusions des experts sur le déroulement de l'éruption offrent un aperçu saisissant du cataclysme. Selon le professeur Sparks, lorsque le volcan est entré en éruption, la chambre magmatique en contrebas s'est vidée et a créé un vide instable sous l'île. Puis, les débris au-dessus sont brutalement retombés dans la chambre. Vers la fin de l'éruption, la quantité de matière qui avait jailli était tellement importante que la pression à l'intérieur de la chambre magmatique a énormément chuté, ce qui a entraîné l'effondrement du toit. Soudain, près de 100 km3 de roches et de débris font une chute de plus de 300 mètres jusqu'à la chambre magmatique. On pense qu'ils sont tombés de plusieurs centaines de mètres. Cet impact très violent déclenche ce qu'on appelle un méga tsunami. Kostas Sinolakis s'est servi de ces données pour modéliser le tsunami et calculer la progression de la vague. Le résultat est terrifiant. Santorin est ici.
La vague commence à se propager et regardez l'impact sur le nord, puis sur l'est de la Crète. Lorsque le méga tsunami s'abat sur les ports du nord de la Crète, les dégâts sont considérables. On se trouve dans la baie d'Aios Nikolaos, à environ 150 km de Santorin. Les gens qui regardaient vers le nord en direction de Santorin ont dû voir un énorme nuage de cendres s'élever dans le ciel. Le vent qui soufflait de la mer a entraîné les cendres jusqu'ici, et elles ont recouvert l'ensemble de l'île. Ensuite, la mer s'est retirée d'un coup, avant de déferler à nouveau. La population, habituée à vivre en harmonie avec la mer, va être victime de sa force implacable. La vague qui arrive est haute comme l'immeuble de 4 étages que vous voyez là-bas. Cela devait être très impressionnant. Quand la vague déferle, elle soulève les bateaux et s'écrase contre les constructions tout autour de nous. Elle s'engouffre à l'intérieur, emportant et détruisant tous les bateaux sur son passage. Ensuite, tout se met à reculer et à partir au large. Le tsunami a certainement détruit toute la flotte minoenne et mis cette grande puissance commerciale à genoux. Les villes et les villages du littoral crétois sont balayés en un instant. Et la modélisation de Costa révèle que cela ne s'est pas arrêté là. La vague se déplace maintenant à la vitesse incroyable de 800 km/h. Elle mettra un peu plus d'1 heure à atteindre le littoral africain. Elle s'abat sur l'Égypte et elle poursuit sa course jusqu'en Israël. En quelques heures, le tsunami emporte plusieurs villes bordant la Méditerranée et engloutit les ports du réseau commercial minoen. Les ports ont été dévastés. On dispose même d'éléments qui indiquent que des civilisations entières ont disparu à cette période. En Israël, des spécialistes estiment que le tsunami s'est propagé sur 200 mètres à l'intérieur des terres. 200 mètres, ça ne paraît pas beaucoup. Mais l'essentiel de leur vie était concentré sur ces 200 mètres. Les villes, les ports, les habitants. C'était une bande de terre cruciale. Et la catastrophe n'est pas terminée. Les survivants devront faire face à des années de famine. L'éruption s'est produite vers la fin de la période de croissance agricole, mais avant la récolte. La destruction des cultures signifie que beaucoup n'ont aucune réserve de nourriture. Ils sont pris totalement au dépourvu. L'éruption a aussi des répercussions à long terme. Les éruptions explosives de cette ampleur polluent la stratosphère. Il y a des conséquences sur le climat. Les cultures meurent. Il y a la famine. Les effets de cette pollution dureront plusieurs années. Les Minoens ne se remettront jamais de cette éruption et du tsunami qui l'a accompagnée. Pour les Minoens, c'était la fin. La civilisation minoenne dans son ensemble disparaîtra au bout de quelques décennies. Mais de nombreux experts pensent que le souvenir de cette catastrophe a été préservé et transmis de génération en génération. Il y a énormément de points communs entre l'histoire de cette île engloutie par les flots et ce qui s'est réellement passé à Santorin. En l'espace d'un jour et d'une nuit, toute l'armée a été engloutie d'un seul coup sous la terre, et de même l'île de l'Atlantide s'est enfoncée sous la mer.
Platon intègre à son récit les souvenirs transmis par le folklore de cette grande civilisation et de sa terrible chute. Une île submergée par les flots, des habitants engloutis par la terre et un tsunami gigantesque qui détruit un immense empire. De nombreux éléments suggèrent aujourd'hui que la légende de l'Atlantide de Platon a été inspirée de faits réels. Des événements bien plus effroyables que ne l'imaginait le philosophe. La civilisation minoenne, la première d'Europe, aurait été détruite par la pire catastrophe naturelle des 10 000 dernières années. Un cataclysme qui a durablement modifié le cours de l'histoire.